Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. La police met la main sur 300 kg de chanvre indien à la gare des Beaux-Maraîchers. Les trafiquants avaient dissimulé le produit dans un bus de transport en provenance du Mali. Les habitants de la cité Balabé acquiescent dans la rue pour dénoncer les multiples agressions dont ils sont victimes. À Touba, l'opération Samoussounou Karangé fait tomber plus de 200 personnes. Nyolank lance l'opération Flyers FEP pour lutter contre la hausse du prix de l'électricité. Ses membres soutiennent en avoir distribué 1000 cet après-midi. Et puis le Sénégal prend ses dispositions pour se protéger du coronavirus. Cette maladie mortelle qui est apparue en Chine est contagieuse et mortelle, soutient le ministère de la Santé. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce trafic sous-régional de drogue, la police sénégalaise a mis la main sur 300 kg de chanvre indien ce mercredi à la gare des Beaux-Maraîchers de Pékin. Les trafiquants avaient dissimulé le produit prohibé dans un bus de transport en provenance du Mali. 2 personnes ont été arrêtées pour le moment dans cette affaire. Salif Sow. Les 300 kg de chanvre indien sont actuellement bien gardés dans les locaux de la police de Pékin. Les policiers ont mis la main sur l'herbe qui tue en mi-journée. La gare routière régionale de Dakar, les Beaux-Maraîchers, était le théâtre des opérations. La marchandise était dans un bus en provenance du Mali, pays voisin. Le chauffeur a pris la fuite. Les 2 apprentis chauffeurs, moins chanceux, eux, ont été arrêtés par la police. Ce résultat est d'un travail minutieux des services de renseignement sénégalais. L'enquête ouverte par la police suit son cours. En moins d'une semaine, plus de 600 kg de chanvre indien sont saisis entre Dakar, Ziguinchor et Mbour. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, attaque à main armée, vol à l'arraché. Les habitants de la cité Balabé de Thiès sont victimes d'agressions. Garçons et jeunes filles sont agressés en plein jour et soucieux de leur sécurité. Ils ont manifesté leur colère pour dénoncer l'insécurité dans laquelle ils vivent tout en interpellant les autorités. Chiranta Diop, c'est la tire. Cité Balabé, située dans la commune de Thiès-Est, ce paisible quartier est la cible des malfaiteurs. Les populations sont victimes d'agressions multiples. Il y a eu agression avec mort d'homme. C'est toujours les Jakarta. Nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière qu'il faut aussi. Ils agressent, soit en arrachant un téléphone, soit en tapant. Et maintenant, nous avons constaté que ces agressions se passent même dans le jour. À en croire les habitants de Balabé, les bandits font usage de coupe-coupe et de couteaux pour attaquer les populations. Il n'y a pas d'électrification. C'est pourquoi les agresseurs sont armés de machettes, des bâtons, des mboldes et autres. Parfois, ils peuvent même tuer quelqu'un pour des trucs de téléphone portable et des Jakarta. On ne comprend pas. Balabé affiche ses craintes. Le délégué de quartier dit avoir formulé beaucoup de requêtes pour alerter les autorités policières et locales de Thiès-Est. Le commissaire de Mirifal, je travaille en étroite collaboration avec ces gens-là. Et actuellement, je crois que tous les habitants, tous les chefs de quartier possèdent des numéros de ce commissariat. Les jeunes de la cité Balabé s'organisent, ils mettent en garde les malfaiteurs pour un règlement de compte, non sans demander aux autorités de prendre leurs responsabilités face à ce phénomène. Pendant ce temps, l'opération Samoussounou Karangé pour lutter contre l'insécurité à Touba et Mbaké, 219 personnes ont été interpellées depuis son déclenchement il y a 48 heures. Le commissaire Bassirou Sarr faisait face à la presse ce matin. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Diop. Engagé. Le personnel, 186 agents ont été engagés. Il faut noter le renfort des éléments de la direction de la police judiciaire, la DPJ, et le groupement mobile d'intervention. Moyens roulants, 11 véhicules, dispositifs mis en place, 8 patrouilles, dont une patrouille permanente au marché Ocas, 2 patrouilles à Mbaké, 6 patrouilles à Touba. 16 checkpoints ont été érigés dans les 2 villes pour un maillage complet. Au titre des résultats, il faut signaler 219 personnes ont été interpellées.
162 pour vérification d'identité, 5 pour détention et usage de chanvre indien, 23 pour ivresse publique manifeste, 8 pour vagabondage, 4 pour usage de produits cellulosiques, 3 pour conduite sans PC, 1 pour vol, 8 pour jeu de hasard sur la voie publique, 6 pour nécessité d'enquête, 419 pièces ont été saisies, 59 véhicules ont été mis en fourrière, ainsi que 16 motos. Les opérations se sont déroulées sans incident. Autre aspect de l'actualité, Flyers fait passer la nouvelle stratégie de lutte de Nyolank contre la hausse du prix de l'électricité. Ses membres en ont distribué cet après-midi plus de 1000. C'était en présence de nos reporters Habib Faye et Moudou Diop. Le collectif Nyolank, encore dans la rue, mais sous une autre forme. Sensibiliser les Sénégalais à travers ces flyers, une nouvelle stratégie dans le cadre de la lutte contre la hausse du prix de l'électricité au rond-point Sam. La démarche est adoptée. Moi qui vous parle, je suis ingénieur de production informatique et vous estimez le salaire d'un ingénieur. Mais pour la population sénégalaise parce que nous disons non, Nyolank, Nyobagne, on ne paiera pas et les Sénégalais ne paieront pas. Courant bi dafa cher nit ñi xam nañ loolu policiers yi nga xam ne sax ñoom seen bopp ñooy jàpp ne xam nañ ne courant bi dafa cher ñoom ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp ay fay courant fii Macky Sall ak nguuram rek ñoo dul fay courant mais ñun ñëpp dañuy fay courant. C'est une mission qu'on a décidé de faire ensemble. Du coup on a décidé aussi de se disperser. Cause pour laquelle vous nous avez vu comme ça un par un ou bien 2 par 2. On ne va pas laisser se faire intimider. Oui. C'est des groupes de 2 personnes, une personne qui distribue des flyers. Ils veulent faire peur aux Sénégalais, ce n'est pas normal. On ne va pas se laisser faire, raison pour laquelle on continue notre sensibilisation à distribuer des tracts. Avec une collaboration cette fois-ci des forces de l'ordre, le collectif parle de victoire. Non amul ba policiers dañuy fay courant non dama leen bëggoon yóbbul flyers jox leen ndax ñoom dañuy fay affaire bi daa cher ci ñoom. La police a juste compris parce que l'État voulait l'instrumentaliser et la police n'a pas accepté. Les membres du collectif Nyolank, motivés à sensibiliser les populations, ont distribué plus de 1000 flyers. Une opération déroulée sans heurts ni altercation avec les forces de l'ordre. Nous parlons éducation. À présent, le G7 qui regroupe plusieurs syndicats d'enseignants est entré en mouvement avec un débrayage ce mercredi et une grève jeudi qui sera suivie d'une marche nationale. À Saint-Louis, les enseignants ont suivi à la lettre le mot d'ordre de grève dans tous les établissements de la vieille ville. Les salles ont été vidées dès 10 h du matin. Ousseynou Diop, Habib Sek. Nous avons décidé d'observer aujourd'hui un débrayage à partir de 10 h sur l'étendue du territoire national, suivi d'assemblée générale. L'objectif ensuite, demain, il y aura une grève totale et une marche sera organisée à Dakar à partir de 15 h. Nous avons lancé ce plan d'action, c'est pour exiger du gouvernement le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Je prends les lenteurs administratives. L'engagement du gouvernement d'apurer les stocks, cet engagement n'a pas été respecté. L'engagement du gouvernement de mettre en solde 10 000 professeurs n'a pas été respecté parce qu'au mois de septembre, quand nous avons fait l'évaluation, nous étions à 3 500 sur 10 000. L'engagement sur 10 000. Le paiement des rappels également, il y a des lenteurs. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'enveloppe qui est réservée au paiement des rappels, une partie de cette enveloppe risque de tomber en fonds libres à cause des lenteurs administratives. C'était plutôt la réaction d'Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Près d'une cinquantaine de travailleurs de la société Airport Bus Service réclament des arriérés de salaire depuis juin 2016. Ces techniciens formés à la sûreté et à la sécurité affirment vivre depuis lors un véritable calvaire. Maguette Soiré Diallo, Mohamed Dian. Ils sont au total 47 travailleurs de la société Airport Bus Service sans salaire depuis 4 longues années. Expulsés des locaux d'ABS en 2016, depuis, ils affirment vivre le calvaire. Nous, ce que nous demandons, c'est les arriérés de salaire. Donc, étant donné que nous n'avons jamais été licenciés, les arriérés de salaire et éventuellement d'entrer dans notre fonds. C'est tout simplement. Donc, la lenteur des procédures qui nous amène à ce que des personnes
ne peuvent plus se soigner. Les familles sont disloquées. Nos enfants ont été renvoyés des écoles. Donc nous vivons dans une précarité extrême. Ces superviseurs, conducteurs, techniciens et veilleurs formés en sûreté et sécurité des aéroports lancent un cri de détresse aux autorités. La promesse était de les accompagner à avoir un transfert réussi à AIBD. Malgré les je ne sais pas, les problèmes dont nous étions en train de vivre sur la plateforme, nous avons tenu bon. C'est pour cette raison que nous lançons l'alerte aux plus hautes autorités de nous venir en aide. Nous ne sommes pas animés de politique ou quoi que ce soit. Nous ne cassons pas, nous lançons juste une alerte. Des arriérés de salaire, une société privée à la place de ABS Société, ces 47 travailleurs en service depuis 14 ans ont aussi déploré le manque de soutien de certains syndicats. Ils exigent une seule chose, que leur souffrance soit allégée et cela au plus vite. Puis cette marche de protestation à Gorom 1 des maraîchers utilisateurs du forage de Bertillane, ils déplorent le retard noté dans les branchements au niveau de ce forage qui polarise la zone. Et comme revers, ces maraîchers parlent de perte de plusieurs hectares de périmètre maraîcher. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb ont assisté à leur manifestation. Les maraîchers de la zone de Niayes, utilisateurs du forage de Birkilane, ont investi la rue à travers cette marche pacifique. À l'origine de leur colère, ces maraîchers tardent à être branchés sur le réseau de Birkilane, entièrement réhabilité par l'État. Ça a démarré depuis 1981. Les maraîchers se sont branchés sur ce réseau. Et au moment de l'arrêt, qui date de 1999, nous étions à 263 membres. Le réseau de Birkilane, ce n'est pas une mince affaire. Birkilane est composé de 6 forages, F1, F2, F3, F4, F5, F6. C'est F5 qu'on avait éliminé parce qu'il y avait un problème de salinité. Donc, nous avons là un débit de 15 000 mètres cubes jour sur Birkilane. Nous avons branché 45 maraîchers seulement sur les 263. Nous, les dirigeants même de l'association, nous avons des problèmes. De l'avis de ces maraîchers, les conséquences de ce manque d'eau au niveau de leur périmètre maraîcher sont énormes. Les conséquences sont innombrables. Parce que imaginez, Gorom et environ Ber, Mbut, Gorom 2, Ganjar et tout ça. Nous, on ne connaissait même pas l'immigration. Sur la production, Birkilane va influencer la production nationale. Parce que nous sommes des cultivateurs de pommes de terre, nous sommes des cultivateurs de choux, nous sommes des cultivateurs d'haricots, de gombo. Nous avons des gens qui ont abandonné leur périmètre. Moi qui vous parle, j'ai abandonné 2 hectares de gombo. Le président Messey, il a abandonné, je donne des exemples seulement, 2 hectares d'oignons. J'ai un oncle qui a abandonné presque 3 hectares de tomates. Donc, nous sommes là, on n'en peut plus. Des maraîchers très en colère contre le ministre en charge de l'eau du fait de leurs nombreuses correspondances et demandes d'audience qui sont restées sans suite. Et puis la 31e édition de la Ziara annuelle du village de Dimarguène, communément appelé de Kebouré, a vécu une occasion pour les populations de parler des difficultés auxquelles elles sont confrontées depuis plusieurs décennies. Ce village de Mila, en effet, manque de tout. Il n'y a pas d'électricité, pas de route praticable, encore moins de postes de santé. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Maïbé Diène, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Les problèmes, c'est la voirie, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la santé. On manque de tout. On a tout demandé. On a passé par Louga. Nous faisons partie de la région de Louga, comité rural de Léona. Donc à chaque moment, nous demandons au président du comité rural de nous aider, de participer à notre développement, mais rien encore. On demande encore aux autorités de nous aider. On tend la main encore pour qu'ils puissent nous aider à avoir la voirie, surtout la voirie de Mérina Sall à Dekebouré ou bien de Tcholom Gandiol à Dekebouré. Si nous avons ça, nous allons vivre ce village-là. De la santé, on n'a pas de poste de santé, on n'a pas d'école.
On n'a rien du tout dans ce village-là, qui existe depuis 700 et quelques ans. Nous allons à Kaolack à présent. Les responsables du poste de santé de Medina Mbaba sollicitent une ambulance pour l'évacuation des malades dans ce quartier périphérique de Kaolack. Les fils du quartier réunis autour de l'association dénommée Dom Kaolack se sont mobilisés pour satisfaire ce besoin. Ibrahim Diamé, Faligay. Medina Mbaba, un quartier périphérique de la commune de Kaolack, l'un des quartiers populeux les plus insalubres de la ville, notamment en période d'hivernage. 16 000 âmes s'y réveillent et ne comptent que sur un poste de santé qui se présente ainsi physiquement. Vous voyez le poste de santé, il nécessite des réfectionnements parce que vous voyez les murs qui commencent à délabrer. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des urgences à résoudre. Modou Diaw, secrétaire exécutif du comité de santé. En termes d'équipement, le poste est sans ambulance et la dotation en matériel laisse à désirer. On a besoin des tables, on a besoin des chaises. Ambulance, c'est une autre chose. Parce que si toutefois nous recevons un malade, c'est à nous de payer le taxi qui va faire son évacuation. Donc si toutefois nous possédons une ambulance, vraiment ça sera un ouf de soulagement, quoi. Pour la sécurité des bébés naissants dans ce poste, il fallait une couveuse, d'où l'appel des responsables de la structure sanitaire. La réaction du mouvement dénommé Dom Kaolack ne s'est pas fait attendre. C'est la sage-femme même qui nous a sollicité ça. Donc, vu la nécessité de ce coin du Nivannais, donc on les a offert ça. C'est avec beaucoup de satisfaction donc que les blouses blanches du poste de santé ont réceptionné ce matériel flambant neuf qui vient ainsi couvrir et renforcer la sécurité des nouveau-nés au poste de santé de Medina Mbaba. Il sera opérationnel dans les meilleurs délais. Paru en Chine ces derniers jours et causant plusieurs morts, le coronavirus peut-il être considéré comme une maladie qui fait peur? Oui, selon le directeur de la prévention, plutôt au ministère de la Santé, qui parle d'une maladie contagieuse. Mais il affirme que des mesures sont prises pour protéger les populations sénégalaises. Il a rencontré nos reporters Fatima Touré et Mardia. Les symptômes sont quasi similaires avec la grippe, mais il s'avère plus dangereux, le coronavirus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait des ravages en Chine ces derniers jours, causant la mort de plusieurs personnes. Le coronavirus, une maladie contagieuse à ne pas confondre avec la grippe. Le coronavirus est une famille de virus, c'est une entité de virus, donc une famille qui a une prédilection, notamment un siège des infections au niveau de la sphère ORL, notamment au niveau pulmonaire. Les symptômes sont des symptômes classiques, de manière pseudo-grippale. C'est une fièvre, une toux, une infection autour qui surviennent chez une personne. Quelles sont les causes de cette maladie? Dans un milieu donné où une personne est tombée malade avec un ensemble de facteurs favorisants, notamment des gens ont vécu ensemble, ou ont un contact étroit, et puisque c'est une maladie contagieuse, eh bien, voilà, donc il y a eu un nombre anormalement élevé de cas et qui a occasionné ces décès. Devant les échos de cette maladie, le ministère de la Santé rassure. Toutes les mesures ont été prises pour protéger la santé des populations. Une des mesures, c'était de réactiver le système de surveillance et de le renforcer à l'échelle du pays. Mais également l'élaboration de ce que nous appelons des fiches techniques, c'est-à-dire une carte d'identité de la maladie qui est envoyée à toutes les structures et à tous les agents de santé pour qu'ils puissent reconnaître la maladie. Et pour éventuellement, si on a ce cas, c'est l'isoler et faire les prélèvements éventuels. Pour l'heure, aucun cas n'est détecté au Sénégal. Pour se prémunir contre cette maladie, le directeur de la prévention au ministère appelle les voyageurs quittant le Sénégal pour la Chine à prendre toutes les précautions possibles. Nous parlons politique à présent, des courants de pensée dans les partis politiques. Il y en a toujours eu et le plus naturellement du monde sans problème. Et de nos jours, ce n'est pratiquement plus le cas. Et certains indexent le manque de démocratie dans nos formations politiques. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Au sein d'un parti politique, l'existence d'un courant de pensée a toujours été acceptée
constater des idées contradictoires, des pensées nouvelles au sein de la formation politique était tout à fait normal. Les courants de pensée dans les partis politiques ont toujours été naturels. Vous savez pourquoi? Parce qu'un parti politique, c'est une association privée. Et dans une association, il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des contradictions. Et des personnes peuvent se regrouper pour dire que nous défendons telle cause, telle idée, par rapport même à la ligne du parti. Mais qu'on le leur accorde. Pourquoi? Parce que c'est la liberté de ton, c'est l'indépendance et c'est l'autonomie. Les courants ont existé dans des partis d'ailleurs qu'on peut considérer comme faisant partie du patrimoine constitutionnel de notre pays, le PDS, le PS, et qui sont donc des partis donc, qui peuvent donc constituer des référentiels sectoriels. Si nous prenons par exemple au Parti socialiste, il y a eu récemment même des courants de pensée. Le Parti de Diaz a créé Convergence socialiste. Mais de plus en plus, remarque a été faite que les partis politiques n'acceptent pas ces courants de pensée dans leur formation. La contradiction n'est pas la bienvenue. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ce que l'on constate, c'est que les partis politiques commencent tout simplement à restreindre la démocratie interne. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont un peu rétifs à tout simplement des contradictions, à des voix qui viendraient leur rappeler ne serait-ce que la loi. Les chefs de parti, la plupart du temps, c'est eux qui créent le parti, qui disent que oui, je l'ai créé parce que tout simplement j'ai été donc voilà l'initiateur. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, ils disent que c'est moi-même donc qui suis le principal bailleur. Et donc du coup, je tiens tout le monde à carreau. Soit vous respectez ce que je dis, ou bien tout simplement vous sortez du parti. D'où l'absence de démocratie que l'on remarque et fustige au sein des formations politiques au Sénégal. Vous savez, la démocratie, c'est que deux choses, la liberté et l'égalité. Mais si on vous interdit de parler, de dire ce que vous pensez, vous n'êtes plus libre. Et si on ne met pas sur le même pied les membres d'un parti, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Parce que la démocratie suppose le respect des procédures. Par exemple, nous sommes dans un état de droit. Pour exclure quelqu'un d'un parti politique, il faut respecter les règles de forme et de fond. Courant de pensée, idées nouvelles, quelle que soit la position, les partis politiques au Sénégal ont du mal à gérer une autre présence que celle du chef de parti. Dès lors, un problème de management se pose au sein des formations politiques au Sénégal. Administration pénitentiaire, une enveloppe de 325 millions de francs CFA a servi à l'achat d'un lot de matériel médical, 8 véhicules pour le transport des détenus en bus de transport. L'objectif est de mettre les détenus dans un bon environnement et faciliter le travail des agents de l'administration pénitentiaire, et les défenseurs des droits de l'homme approuvent. Ibou Diouf et Pape Sangone Bey y ont assisté. Tout un équipement pour contribuer à de meilleures conditions de détention à la prison du camp pénal. Près de 325 millions de francs CFA ont permis l'acquisition de ces véhicules au lot de matériel médical, de l'équipement du cabinet dentaire. Une manière de respecter les règles Nelson Mandela. Charge les soins des personnes détenues, et cette prise en charge doit se faire gratuitement et sans discrimination. Donc pour mettre en œuvre ces règles, l'État du Sénégal met d'importants moyens pour permettre aux détenus d'être soignés et de vivre dans de bonnes conditions. Le Comité sénégalais des droits de l'homme et l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus sénégalais, connus dans le plaidoyer, se félicitent de cette dotation. C'est de continuer sur cette lancée. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, on dit améliorer les conditions de détention. C'est-à-dire aujourd'hui faire de telle sorte qu'aucun détenu n'ait plus de problème, c'est un idéal à atteindre. Je pense qu'aujourd'hui l'administration pénitentiaire est sur la bonne voie. Je rappelle qu'il y a toujours le surpeuplement carcéral, mais également il y a les situations de longue détention préventive. Nous avons au Sénégal un déficit de magistrats. Si vous avez à Dakar, nous avons seulement 10 juges d'instruction. Et chaque juge d'instruction a en sa charge presque plus de 200 ou 220 dossiers. Et il appartient aujourd'hui à l'État du Sénégal d'appuyer le ministère de la Justice, mais également d'augmenter son budget, d'appuyer l'administration pénitentiaire en ressources humaines. 8 véhicules pour faciliter le transport des détenus, un équipement médical destiné aux infirmeries du camp pénal, un cabinet dentaire équipé et ce bus de transport. Des mesures qui visent à améliorer les conditions de détention, mais également du personnel de l'administration pénitentiaire. L'actualité internationale, à présent, encore des soldats tués au Nigeria par de présumés djihadistes dans le village de Maïnok. Nous parlerons également de la Libye, de l'Algérie plutôt, qui accueille ce jeudi une réunion des chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye. C'est avec Daniel Diouf.
7 soldats tués mardi au Nigeria par de présumés djihadistes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les combattants arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses lourdes ont attaqué une position militaire dans le village de Mainok, à 56 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Ce groupe vise particulièrement les bases militaires dans toute la région du lac Tchad et à la frontière entre le Nigeria et le Niger depuis mi-2018. Ces 2 dernières semaines, 15 soldats ont péri dans 2 attaques menées dans cette même zone entre Maïdougouri et Damaturu. Également 36 civils qui périssent lundi lors d'une attaque contre des villages du nord du Burkina Faso. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication dans un communiqué qui précise que c'est un groupe armé terroriste qui a fait irruption lundi dans le marché de Nagraogo, tuant 32 personnes, puis 4 autres au niveau du village d'Alamou. L'attaque a également fait 3 blessés. Le gouvernement a lancé un appel à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabés. Le président Roch Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures à compter de ce mercredi. Mardi, le Parlement a adopté à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste. Enfin, l'Algérie qui accueille ce jeudi une réunion des chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye. C'est dans le cadre des efforts internationaux visant à parvenir à un règlement politique de la crise libyenne. Annonce faite ce mercredi par le ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie partage près de 1000 km de frontières avec la Libye. La rencontre est à l'initiative de l'Algérie. Sont attendus à Alger les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, notamment la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger. Le texte précise que le ministre des Affaires étrangères du Mali assistera également à cette rencontre au vu des implications de la crise libyenne sur ce pays voisin. Après le Premier ministre italien et les chefs de la diplomatie française, turque, égyptienne et italienne, le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu dimanche à Alger pour 2 jours. La page des sports à présent. Le Sénégal s'en est bien sorti lors du tirage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La plupart du temps, face à ses adversaires du groupe H, le bilan est positif. Seul le Togo est parvenu à tenir la dragée haute au lion. Nous voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Pour la phase de groupe des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal n'avance pas vers l'inconnu. Il a eu à rencontrer à maintes reprises ses adversaires par le passé. Avec la Namibie, il y a 5 confrontations qui sont toutes soldées par des victoires pour les Lions. C'est beaucoup plus dur contre le Togo. En 21 matchs, le Sénégal a enregistré 7 victoires, 5 nuls et concédé 8 défaites. Aux éliminatoires du Mondial de 2006, les éperviers du Togo conduits par Emmanuel Adebayor avaient barré la route aux Lions avec un succès 3-1 à domicile et un nul 2 buts partout à Dakar. Les dernières confrontations entre les 2 sélections qui donnent un air de revanche pour les prochaines du côté d'Aliou Cissé et ses protégés. Le Congo et le Sénégal, eux, ne se quittent plus. Les 2 nations partagent également la même poule aux qualifications de la CAN 2021 avec un succès des Lions en novembre dernier. Les Sénégalais sont d'ailleurs le plus souvent victorieux en match officiel face aux Congolais. 4 victoires, 2 nuls. Des résultats qui prêtent à l'optimisme aux éliminatoires du Mondial 2021 qui débutent en octobre prochain. Et puis retenez que Moussa Koné est un joueur de Nîmes Olympique, un club pensionnaire de la Ligue 1 française. L'attaquant sénégalais de 23 ans en provenance du Dynamo Dresde en Bundesliga 2 a paraphé un contrat de 3 ans. Il va retrouver sur place un autre international sénégalais. Il s'agit de Sidi Sarr. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Et n'oubliez pas Faram Faté qui aura comme invité aujourd'hui Cheikh Bambadieye. À présent, la suite de Soir d'Info, la deuxième partie avec vous, Aram Touré.